Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Yeah. Jack Miller nudging him wide as well. And the start. Contact! Miller and Mir, side to side. They Big bash into each contact. other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close. But it Bonjour goes à to tous et à Zarco. toutes, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui c'est le numéro 185 et on va vous parler du deuxième Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Argentine qui s'est déroulé sur le circuit de Termas de Rio Hondo. Pour cet épisode, je suis accompagnée de Pierre et Stéphane. Bonsoir les garçons. Salut. Salut à tous. Alors on fait un point rapide sur les news. Du côté du Moto2, Sergio Garcia a gagné un aller-retour gratuit en Argentine pour être déclaré unfit une fois arrivé sur le circuit puisqu'il n'était pas remis de sa blessure. Et dans les grands absents, on retrouve également Martin qui n'est toujours pas là, qui n'est toujours pas remis de ses fractures de début de saison, qui sera aussi absent aux États-Unis, et pour le Qatar, ça reste un point d'interrogation sur l'avenir du pilote pour ce début de saison. Et pour finir du côté des news, aujourd'hui se déroulait une journée à l'occasion du futur Grand Prix du Brésil qui aura lieu en 2026. Donc c'était sur le circuit Ayrton Senna et où on pouvait retrouver des pilotes comme Morbidelli, Marini, Moreira et Granado. Ça a pu donner quelques images du circuit qui ressemblent globalement au circuit de Carole mais au Brésil. Est-ce que Pierre, t'as vu les images passer ? Ouais, j'ai vu. Alors pour le circuit en soi, j'ai pas trouvé ça foufou. Comme a fait quelqu'un la remarque sur internet, je sais plus, ça ressemble à un circuit de kart. C'est vrai que la piste avait l'air assez étroite. Bon, après, c'est des photos de présentation. On verra ce qu'il en est en vrai. Il y avait du public pour accueillir les pilotes. Morbidelli a parlé un peu brésilien, portugais. Donc c'était sympa, cette petite partie-là. Ouais. Stéphane, t'as pu jeter un œil au circuit ? Pas du tout. J'ai vu, j'ai vu aucune image, aucune vidéo, aucun commentaire, donc non, pas du tout. Mais bon, si tu dis que c'est un circuit à la Carole. C'est ce qu'en dégagent les images. Après, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'infrastructures. Enfin, ça a l'air d'être vraiment... Il y a l'air d'avoir encore un gros travail sur le circuit d'ici l'année prochaine. On verra ce que ça donne. Est-ce que ça va être un énième circuit où on n'ira pas ? En attendant... Le truc, c'est que le circuit est déjà au calendrier 2026. Contrairement d'ailleurs à ce que faisait la remarque de Simon Patterson, le journaliste, contrairement au Grand Prix d'Argentine qui n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Donc pour lui, il supposait que le Grand Prix d'Argentine, il n'y en aurait plus et que ce serait remplacé par le Grand Prix du Brésil en fait, tout simplement. Ce qui serait curieux du coup, mais bon, l'avenir nous le dira. On va passer tout de suite au Moto3. Moto3 qui, comme pour ce début de saison, avait un début de week-end avec beaucoup d'enjeux puisque maintenant les séances sont un peu sous le même format que le MotoGP. Il n'y a plus qu'une séance qui compte pour les qualifications. Donc il y a beaucoup plus d'enjeux pour les rookies et pour tous ceux qui se font la main dans la catégorie. Du côté des qualifs en Q1, se sont dégagés Bertele, Huerte, je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Pierre, corrige-moi si c'est pas le cas. Voilà, merci. Et Furusato. Et en Q2, prend la pole Bertele, suivi de Piqueras et Yamanaka. Et c'est Piqueras qui vient s'imposer sur la course, suivi au podium par Adrián Fernández et Rueda. Le top 10 se compose ensuite de Bertele, Furusato, Almanza, Lunetta, Calso, Yamanaka et Nepa. On a vu pendant cette course beaucoup de chutes, beaucoup de rookies qui sont tombés puisqu'on a retrouvé Carpe, Perrone, Pini et celui dont je n'arrive toujours pas à prononcer le nom, voilà, merci. Et Munoz au bac. Et au classement, ça donne Rueda qui, pour l'instant, prend la tête du championnat avec 41 points, suivi de Fernandez, vous avez bien entendu, avec la Léopard avec 36 points, et Piqueras avec 29. Alors Stéphane, tu nous as dit ne pas avoir vu la course, donc je vais pas t'embêter avec ça. Mais Pierre, qu'est-ce que t'en as pensé de cette course de Moto3 ? En fait, je me suis ennuyé devant. Alors, je me suis pas ennuyé parce qu'il n'y avait pas de dépassement, etc. Comme d'hab, c'est une course Moto3 très très animée devant. Des chutes, des contacts, tout ce qu'on peut espérer d'une course Moto3. Mais j'ai pas été hyper emballé en fait par ce début de saison en général. J'arrive pas encore à m'identifier un pilote. C'est peut-être pour ça en fait. J'ai pas réussi à trouver mon petit chouchou. Voilà, mais dans l'ensemble, c'était une course typique Moto3. Si vous aimez ça, vous avez dû y trouver votre compte.
Ouais, c'était une course avec quand même un bon paquet de pilotes sur le devant et ça faisait que bouger. On a vu, il me semble que c'est toi qui as tweeté ça, Pierre, et je te rejoignais sur le sujet. On a vu Almanza prendre la tête de la course, on a vu Adrian Fernandez être devant et les léopards, bah, encore une fois, c'est un mystère, ces motos. Soit elles sont là, soit elles font rien. C'était assez surprenant, mais ça a permis de voir Almanza sur les devants de la catégorie et montrer qu'il est capable aussi d'aller mener une course. Et après, c'était vraiment les chaises musicales entre Rueda, Piqueras, Kelso qui a remonté, qui était très loin et qui a remonté et à qui il manquait vraiment pas grand-chose pour aller récupérer le peloton de tête. Donc c'était, même si, comme tu le dis, c'était pas aussi bien que la course en Thaïlande, il y avait quand même quelques petites choses. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est les dépassements de fin. Ils passent vraiment sous des dessous de porte entre eux pour aller se la mettre, donc ça c'était pas mal. Et on a vu, comme je l'ai dit, beaucoup de chutes. Pierre, c'est toi qui le notais, c'était le métier de rookie qui rentre pour des pilotes comme Carpe et Perronnet. On va avoir très bientôt l'arrivée de Kiles dans la catégorie. Est-ce que Pierre, potentiellement ça peut devenir ton chouchou sur ce début de saison? Surtout pas, je le déteste. J'ai déjà dit, surtout avec Thibaut, on a déjà discuté. Non, j'aime pas son caractère. En plus, il va faire des étincelles, sans doute comme d'autres avant lui, mais il risque d'en faire tomber quelques-uns. Non. Moi, si j'en ai un rookie, je l'ai déjà dit, c'est Moodley, qui est P15 au championnat avec 6 points, ce qui est pas honteux pour un rookie. Il a fait une course hier du coup il a fait une course intéressante, il est parti de la P23, il a fini 16e je crois, donc c'est toujours pas mal. Alors il a pas le niveau d'un Quiles ou d'un Carpe, mais j'aime bien. Quiles, il arrive quand déjà? C'est après Austin ou c'est... Il me semble que c'est Austin. C'est Austin, ok. Bon, attention à lui effectivement. Je te rejoins sur le fait que y a des pilotes comme Woodley qui sont des pilotes intéressants à voir. Pour moi, cette année, il y a un petit truc on voit que la catégorie est payante pour les pilotes, parce qu'on va avoir beaucoup de pilotes de la Red Bull Rookies Cup, j'en ai parlé dans le dernier épisode, mais qui sont présents. Et surtout, on a des mecs comme Cormac Buchanan ou Eddie Oshie, que j'affectionne beaucoup, mais qui font rien, qui sont vraiment en fond de classement. Et même si c'est le fait que ce soit des rookies, en Red Bull Rookies Cup, c'était pas des pilotes qui étaient marquants, et c'est juste des pilotes qui ont réussi à se placer, j'ai l'impression, en Moto3. Donc à voir ce que ça va donner sur la saison. En tout cas, c'est intéressant d'avoir du 109. Donc on verra ça. Le gros point à garder de cette course Moto3, c'est l'investigation autour de Piqueras, qui est passé dans le vert sur la fin de la course. Et la réglementation indique que normalement, quand tu passes dans le vert sur la fin de la course, tu dois rendre des places. En l'occurrence, ça a beaucoup fait parler, puisque quand on l'a vu, on a vu plusieurs angles de caméra où il passait dans le vert et il est allé sur le podium et il a eu la première place sur le podium. Donc il y a eu beaucoup d'interrogations de est-ce que ça n'a pas été pris en compte, est-ce que la direction de course l'a pas vu, ce qui était assez étonnant, ou est-ce qu'il va être disqualifié ou rétrogradé après. Au final, il s'avère qu'il a rien pris, puisqu'il a rendu ses places pendant la course pour au final aller prendre la tête et passer la ligne d'arrivée, aller prendre la ligne d'arrivée en vainqueur. Pour moi, c'était un débat un peu stérile. Pierre, je sais pas ce que t'en penses du coup, mais ça a beaucoup fait parler pour un truc où au final il a rendu des places et du coup il avait rien à se reprocher au final. Moi je trouve pas que c'est stérile, dans le sens on n'a pas compris pourquoi il n'a pas été pénalisé. Si la direction de course vient et fait une déclaration en disant on a analysé la situation, il n'est pas pénalisé parce qu'il a rendu 2 places, il n'y a même pas de débat en fait. Mais là on ne sait pas en fait. On ne sait pas s'il a été pas vu, pas pris, ou vu mais on s'en fout, ou vu mais comme il a rendu des places, on va pas le compter en fait. Et du coup c'est cette incertitude qui va créer le débat, qui va créer éventuellement des incompréhensions, et après on va râler sur la direction de course parce qu'elle fait n'importe quoi dans une situation et pénalise pas dans une autre. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors qu'au final, quand même, on l'a su post-course que c'était parce qu'il avait rendu des places qu'il n'avait pas été pénalisé. Mais c'est vrai que sur le moment, il y avait beaucoup d'incompréhension de la part de tout le monde. Donc c'était assez surprenant. On verra ce que ça donne sur les prochaines, du coup, et s'il est considéré comme récidiviste ou pas, puisqu'ils ont annoncé vouloir être beaucoup plus intransigeants sur les pilotes et leurs erreurs. On va pouvoir passer tout de suite au Moto 2. Moto 2 qui était un peu plus calme comme course, Moto 2 durant laquelle Canet a chuté pendant la practice le vendredi et se serait apparemment blessé au niveau de la clavicule, mais il a été déclaré fit pour le reste du week-end, donc c'est un mystère. Il nous a fait une Lorenzo
Et du côté des qualifs, on retrouve en Q1 Vietti, Escrig, Salak et Moreira. Et en Q2, c'est Gonzalez qui vient prendre la pole, suivi de Dixon et Ramirez. Cette course a été remportée sans surprise, puisqu'il a dominé tout du long par Jack Dixon, suivi de Gonzalez, Vietti, et viennent compléter le top 10 Canet, Ramirez, Binder, Esrig, Lopez, Olgado et Arenas. Et quelques chutes avec Agi, Salak, Moreira et n'est pas classé Huertas. Et au classement général, ça donne Gonzalez avec 45 points, Dixon avec 34 et Canet avec 33. Gonzalez qui du coup marque des points et est annoncé quand même comme un des grands favoris de la saison. Donc il confirme petit à petit ce week-end. Stéphane, tu n'as toujours pas vu la course, il me semble? Non, mais quand même, je me fais la réflexion. Olgado, tu as 7 avec 15 points. C'est vrai j'ai quand même vu les résultats. Et c'est quand même pas mal. Maintenant, il faut qu'il confirme. Mais c'est vrai que c'est un bon début pour lui par rapport à ce qu'il pouvait faire des fois en Moto 3 où il était très très inconstant. Surtout face à son coéquipier dans le même team qui lui est très très loin puisqu'il finit à la 25e place. Pierre, ton avis sur cette course? Alors, très 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 pénible à regarder. Pour le coup, à peu près rien à sauver. J'aime pas Dixon, donc le voir devant, ça m'a fait chier. Non mais je le dis. Sa célébration, elle est pourrie. Gonzalez et Ramirez qui finissent 2 et 5, ils me laissent assez indifférent les deux. J'ai bien aimé la course de Canet, justement parce qu'on pensait qu'il s'était blessé de manière assez importante en début de week-end et finalement non, il a été à la lutte pour la 3e place avec Vietti quasiment les 2 tiers de la course, donc ça c'était pas mal, mais pour le reste oui, j'en tire pas grand chose honnêtement. Non, je vais rien dire de plus, pas grand chose. T'étais déjà assez désagréable avec Dixon, je pense, pour aujourd'hui. Mais je te rejoins sur le fait que moi non plus, j'ai pas du tout apprécié le voir gagner cette course. J'ai aucun affect pour ce pilote et il m'exaspère alors que le pauvre, il a rien fait. Moi, je retiens quand même le podium de Vietti qui s'en est bien sorti avec la moto et qui a joué de malchance quand même en Thaïlande. Donc c'est intéressant de voir qu'il est capable encore ce week-end d'aller jouer devant. À voir si sur le retour en Europe, ça sera la même chose ou pas. Il bénéficie d'une Bosco Scuro. Enfin, il a les cartes en main cette année, en tout cas, pour y aller. Donc on verra ce que ça après donne. Vietti, on sait on aime bien critiquer, mais on sait qu'il a de la vitesse. C'est juste qu'il trouve de la constance. Il peut pas faire P15, P16, après faire P3, refaire P10. Enfin, à un moment donné, faut qu'il trouve de la constance et peut-être que cette année sera la bonne. Oui, c'est certain. Après, il y a quand même Canet devant qui a envie d'aller jouer le titre pour une fois, et je pense que Dixon et Gonzalez, s'ils sont capables d'aller marquer des points à chaque week-end, vont faire pas mal de choses. Petite déception quand même sur Honshu qui finit très loin, qui finit 16e. Izan Guevara, je pense que ça sert à rien de réouvrir le sujet. Lui finit encore très loin parce qu'il est 18e, et comme je l'ai dit, Alonso, 25e, qui pour l'instant n'arrive pas à se faire à la moto. Vraiment, il n'arrive pas à trouver ses marques et la vitesse pour aller jouer devant. À voir en Europe sur des circuits qu'il connaît bien plus et sur lesquels il a beaucoup plus l'habitude de rouler. On va passer rapidement au MotoGP puisqu'on a fait le tour du Moto2 malheureusement parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Du côté du Moto2, c'est quelques petites infos importantes à noter ce week-end quand même. Oliveira est tombé en début de week-end après un contact avec Fermin Aldeguer qui lui est parti à la faute en tentant un dépassement et les commissaires ont infligé donc un long lap à Fermin Aldeguer, mais surtout Oliveira est parti se faire examiner et ils ont rien décelé pendant les examens, mais du coup il est rentré au Portugal se faire examiner mieux. Je ne sais pas ce que ça veut dire sur les services médicaux en Argentine, on en pense ce qu'on veut, mais ça laisse à poser question. Et en face, on avait aussi Savadori du côté d'Aprilia qui n'avait pas pris le départ dimanche puisque lui aussi était touché à l'épaule. Et pour finir, on a vu une grosse chute d'Acosta dans le début de week-end où il avait verrouillé le frein avant et c'était une chute qui était très très bizarre puisqu'on avait l'impression que les pneus étaient froids alors que c'était pas le cas vu que c'était en fin de séance. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé dans le début de week-end qui a un peu changé l'orga du week-end pour certains pilotes. Et à noter du côté des records, parce que c'est toujours intéressant, que le record du tour avec les pneus Dunlop est tombé pendant la free practice.
dont Marquez qui a amélioré son propre record qui datait de 2015. Ouais, c'était le dernier record que possédait Dunlop. Donc Michelin maintenant possède le record du meilleur tour sur chaque circuit du calendrier. Ça y est. En attendant l'arrivée de Pirelli. Je suis curieux de voir parce qu'après ça va être, parce que Pirelli arrive avec des 850, donc difficile à savoir si ça sera plus rapide que les 1000 actuels de manière générale. Ouais, ça va être la grosse interrogation de toute façon pour 2027, et j'allais dire 2017, petit retour en arrière. Et bon, pour le MotoGP, du coup, en Q1 se sortent Morbidelli et Mir, et en Q2 vient prendre la pole Marc Marquez, encore une fois, suivi d'Alex Marquez et suivi de Zarco, qui vient prendre la place de Randy Depugné, qui était le dernier pilote Honda à s'installer en première ligne depuis, c'était en 2010. Donc évidemment, on s'en doute, en France, tous les fans de moto étaient euphoriques parce qu'il a fait un très bon week-end. On en parlera un peu plus en détail après. Et puis samedi, durant la sprint, on a vu quelques petites choses qui ont fait un peu bouger les résultats pour le podium, avec la chute de Binder dans le premier tour, le long lap que Aldeguer avait à faire a pris, puisque c'est là qu'il a shooté Oliveira, qui a déclaré forfait pour le reste du week-end, et Aldeguer a pris un long lap. Et c'est sans grande surprise, malheureusement, et tant mieux pour toi, Pierre, avec ta passion pour Ducati, Marc Marquez qui est venu prendre la victoire en sprint, suivi d'Alex Marquez et suivi de Francesco Bagnaia. Zarco, lui, se place 4e et Fabio 10e, très loin derrière. Et puis, le dimanche, bis repetita, j'ai envie de vous dire, on commence une course avec une chute au premier virage de Bezzecchi qui freine trop tard et qui manque d'emporter Fabio Quartararo et qui clairement bousille la course de Fabio pour ce début de course. Raúl Fernandez qui a fait chuter Bastianini et qui se prend un long lap sur la course. Et on en parlera après, mais aussi Ogura qui finissait très bien et qui finit finalement par être disqualifié. Et sur la course, ça donne donc, encore une fois, je pense qu'on va le répéter énormément cette saison, Marc Marquez qui prend la victoire, suivi d'Alex Marquez et suivi de Franco Morbidelli qui est venu mettre la misère à son copain Pecco Bagnaia qui finit 4e. Et du côté du top 10, on retrouve ensuite Digia, Zarco, Binder, Acosta, Mir et Marini. Quartararo, lui, étant très très loin à la 14e place. Et au championnat, ça donne donc Marquez qui a déjà 74 points, donc plus de 30 points d'avance sur Pecco, suivi d'Alex Marquez avec 58 et Pecco avec 43. Stéphane, ton ressenti sur cette course? J'ai envie de dire 4 sur 4, hein, Marc, qui montre qu'il est clairement là en ce moment le plus fort. Alors je me fais la réflexion, c'est que pour le coup Marquez il fait plus du Marquez, c'est-à-dire qu'après après les premières courses, on voit Marquez qui ne tombe plus. On dirait qu'il va même plus chercher les limites de la moto tellement elle a l'air facile et à sa main. Ouais, ça a glissé quand même pendant la course. Ouais, mais lui il tombe plus. Oui, par rapport à avant, où il disait que avec la Honda, tu voyais qu'à chaque week-end de Grand Prix, il allait tellement chercher les limites de sa moto, il disait il faut chercher la limite de la moto, il faut que je tombe. Là, clairement, même indécis, il tombe plus. Donc tu dis quand même qu'il a passé un cap. Et la moto, on sait que la Ducati est quand même super facile. Et il a même plus besoin de forcer son talent, enfin, je vais dire, pour remporter les victoires. Alors tu te dis, après ces courses, il gagne tout. En fait, je pense que son pire ennemi, ça peut être que lui. Et s'il continue comme ça, la saison va être vite pliée pour moi. T'es d'accord avec ça, Pierre? Marc, il est parfait et il a rien raté. Si, la seule chose qu'il a raté, c'est à la limite de mener tous les tours en tête. Mais ça, il le fait pas parce que pour conserver ses pneumatiques. En Thaïlande, c'était sa pression, mais là, a priori, c'était pour préserver le grip de son pneu. Mais voilà, il fait tout parfaitement, Marc, et il a trouvé une moto qui convient à son talent, j'ai envie de dire. Et il s'est vite mis dans le bain, donc oui, comme disait Stéphane, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, il est son propre ennemi, il n'y a que lui qui peut faire et il n'est pas passé loin, une chute qui pourrait le blesser, ce que je ne le souhaite pas, bien sûr, mais ouais, aujourd'hui, il n'y a que lui qui peut rouler à ce niveau-là, et donc il est son propre ennemi. On peut se dire, tu vois, qu'il a encore une grosse marge de progression, parce que quand tu sais qu'il pousse, t'as l'impression qu'il pousse pas comme il pourrait pousser avec la Honda avant, tu peux dire je pense qu'il peut même encore aller chercher un peu plus. Pour moi, ça va dépendre des circuits.
Parce que tu vois, en Thaïlande, il était quand même, il jouait avec la moto, il jouait avec son frère, il a pris le temps de repasser derrière pour la pression des pneus, etc., etc. Là, tu voyais quand même qu'il était, il avait le couteau entre les dents et il fallait pas qu'il lâche parce que ça risquait d'être un peu plus compliqué pour revenir sur son frère. Ouais, mais quand il a voulu revenir, il est quand même revenu facile. Oui, c'est sûr, mais il y a quand même, Ouais, facile, c'est là où il a eu quelques chaleurs. Alors, rien d'insurmontable pour lui. Mais je pense que c'était pas si facile que ça. Enfin, je l'ai trouvé moins facile en Argentine qu'en Thaïlande. Oui, il maîtrisait moins, je suis d'accord. Mais quand il a voulu passer son frère, il sur l'a un fait. détour, tu vois que voilà, Oui. il était là, quoi. Bien sûr. Et du coup, il égale ce week-end avec sa 90e victoire dans toutes les catégories confondues. Nieto pour la 13e place, derrière Valentino Rossi qui en a 115 et Agostini, j'allais dire Augusto Fernandez. Oula. Agostini avec 122. Je pense qu'on a vraiment vu aussi ce week-end que le fait que la moto soit une 2024 plus qu'une 2025 nouvelle génération avait vraiment une plus-value pour les pilotes et avait vraiment un avantage autant pour Marquez que pour d'autres, puisqu'on a vu que Alex Marquez l'avait bien en main, qui confirme sa bonne forme qu'on a pu voir aux essais de pré-saison et sur toutes les séances qu'il a fait depuis le début. Est-ce que, Pierre, tu penses que Alex Marquez, c'est l'ennemi numéro 1 de son frère cette année? En tout cas, aujourd'hui, c'est le deuxième candidat le plus sérieux au titre. Il a fait que des secondes positions et il a mené plusieurs fois la tête de course. Donc, et puis, il était dans la roue de son frère, ce que n'a pas su faire les 20 autres pilotes qui ont terminé à plusieurs secondes d'écart à chaque fois. Donc, oui, aujourd'hui, c'est Alex Marquez qui est le pilote le plus challenger pour Marquez. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je sais que tout le monde les aime pas, les frères Marquez, mais je crois que c'est du jamais vu, une fratrie qui à ce niveau-là dans un championnat du monde moto en tout cas. Faut qu'il continue comme ça. Lui, malheureusement, on citait un peu les versions de machine. Probablement qu'au fil de la saison, il va rester avec la machine qu'il a. Donc, je crois que c'est une mi-2024. Alors que celles de Pecco, Digia et Marc Marquez vont évoluer et recevoir de nouvelles pièces ou de nouvelles évolutions. Donc, peut-être qu'il y aura un écart qui va se creuser sur les performances de la machine à partir de 3-4 courses. Voilà. Ouais, je suis d'accord. En fait, ça revient un peu à la saison un peu 2023 où la Ducati 22 était meilleure que la 23 et au fur et à mesure que la saison passait, tu vois que la 23 elle prenait plus la mesure, tu vois, des courses et que le développement, ils étaient là. Je trouve. Tout à fait. Il y a un autre pilote qui a la même moto qu'Alex Marquez et qui s'est montré sur ce début de saison. On n'est qu'à la deuxième course, mais il a quand même fait parler de lui. C'est Morbidelli. Morbidelli, qu'est-ce que tu penses de sa remontada, de son retour à sa place où on l'attendait? On parle quand même d'un pilote qui a été vice-champion du monde. Stéphane? Ouais, alors bon, on l'a beaucoup critiqué, allez, on va dire, et surtout très objectif, on va dire. J'essaie d'être objectif avec du recul. C'est vrai que peut-être que ces mauvaises perfs, c'était dû des blessures mal soignées, peut-être un manque de confiance, peut-être qu'avec le temps qu'il était nul. Mais qu'il était nul. Et peut-être que sa moto 24 lui convient mieux aussi, pour être poli. Non, mais en fait, c'est là où tu vois peut-être que la moto 24, la Ducati 24 était vraiment bien née parce que tu vois, un mec comme Morbidelli fait quand même des super résultats. Parce que tu vois, Alex Marquez aussi, on sait qu'Alex Marquez, il est pas nul, mais sa place, habituellement, c'est plutôt P5, P6. C'est pas P2 à chaque course. Et Pierre, t'as noté dans le conducteur une phrase qui m'a fait beaucoup rire. Ton avis sur Morbidelli sur ce début de saison? Ouais, j'ai mis qu'il méritait toujours pas sa place en MotoGP. C'est une petite boutade, bien entendu. On l'a beaucoup critiqué parce qu'il n'était pas au niveau de Fabio sur Yamaha. L'année dernière, j'avais pris le parti de sa défense en publiant notamment des statistiques sur ses performances et sa progression tout au long de la saison parce qu'il avait beaucoup progressé. Et le voir là, en début de saison, performer comme ça, accrocher son premier podium depuis 2021, justement, il me semble, être 4e au général. Pour moi c'est son niveau c'est le niveau qui reflète son talent. Ça veut pas dire qu'il va être là toute la saison parce qu'on sait que le talent c'est une chose et la constance c'en est une autre, mais
pour moi, voilà, cette moto, il la mérite. Sa place en MotoGP, il la mérite. Et puis à lui de se battre. Après, il a une des meilleures motos du plateau. À lui de se battre pour jouer le podium final. Une P3 au général, ce serait énorme. Il y en a un autre qui se bat pour une P3 au général cette année, c'est Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia qui déclare clairement dans toutes ses interviews ne pas avoir de feeling sur la moto, ce qui lui pose problème puisqu'il prend du retard sur les points en championnat, mais il montre pas de confiance, surtout dans les phases de freinage, et il n'arrive pas à retrouver la moto qu'il aimait en 2024. On rappelle quand même que les moteurs sont scellés jusqu'à 2026, donc ça peut poser un vrai souci, ce type de problème pour un pilote. Et pourtant, malgré ce manque de confiance visible et cette espèce d'aura étrange qu'il peut y avoir autour de lui en début de saison, il fait quand même le meilleur début de saison depuis son arrivée en MotoGP, avec 2 podiums en 2 week-ends de course, sprint comprises. Pierre, est-ce que tu penses que c'est un début d'année comme d'habitude, avec Pecco tranquillement jusqu'à trouver ses marques, ou qu'il y a un vrai souci et des vraies questions à se poser pour la saison à venir? Moi, je suis pas inquiet. J'ai regardé un peu parce que j'avais toujours le souvenir que Pecco, c'est un peu un diesel. En début de saison, c'est rarement lui qui marque les esprits. Et effectivement, c'est le cas depuis 2021, au deuxième GP, il n'a jamais été en tête du championnat. Souvent, il avait des gros écarts de points qu'il a rattrapé ensuite. Alors, est-ce que ce sera suffisant face à un Marc Marquez qui fait un sans faute? Peut-être pas. Mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, ce que je veux dire, lui, il est assez fidèle à lui-même. Je veux dire, il est pas pire que d'habitude. Et ça, du coup, ça m'inquiète pas. Après, quand il aura retrouvé son vrai niveau, est-ce que son vrai niveau, quand il va l'obtenir, il sera au niveau du Marc Marquez? C'est encore une autre question. Je dis pas qu'il sera en mesure d'aller le chercher, je l'espère. Mais en tout cas, aujourd'hui, bien sûr, plus tôt il se réveille, mieux c'est. Ça sera probablement pas Austin, malheureusement, mais je pense qu'au Qatar, c'est une piste qu'il aime bien. Après, il y a Jerez, où il est très très fort. Donc, je pense que à partir d'avril, on devrait voir le vrai Pecco s'il retrouve des réglages qui lui conviennent. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, je trouve que Pecco, il est dans le dur. Je trouve que Pecco, dans sa tête, il doit souffrir de la comparaison avec Marquez, parce que Pecco, quand même, il est quand même tombé vendredi en essai. Oui. Tu vois, donc ça veut dire que, tu vois, il pousse pour essayer pour être au même niveau que son coéquipier. Ok, c'est un diesel, mais au moment, Marquez, devant, c'est une Formule 1. C'est-à-dire que le mec, en 2 courses, il fait quand même le doublé à chaque fois. Même si Pecco il se réveille, il y a un moment où les points de retard vont être trop durs à rattraper. Donc tu sais qui t'es en face. Et Austin, c'est sûr que ça va être une course pour Marquez, mais à Jerez, peut-être que Marquez, il voudra aussi gagner chez lui. Donc voilà. Et puis est-ce que Pecco, dans sa tête, il va réussir à se dire, tu vois, qui peut gagner Marc Marquez, parce qu'aujourd'hui, Marc Marquez est quand même un peu intouchable. C'est sûr qu'il y a une condition mentale qui doit être très compliquée à gérer quand on voit Tardozzi vraiment faire la fête, entre guillemets, à Marquez tous les week-ends. À côté, on a quand même Gigi qui le montre un peu moins. Donc je pense qu'il y a ce truc aussi il sait qu'il met pas le même temps à se mettre en route, et que du coup l'ambiance chez Ducati est particulière, parce qu'à côté de ça, ils sont quand même à la fête tous les week-ends avec ce que Marquez fait. On verra en tout cas sur le reste de la saison. On est qu'au début, faut pas trop s'inquiéter ni pour Pecco ni pour le reste. On va faire un petit tour du côté d'Aprilia qui a eu un week-end plus compliqué que ce qu'on aurait pu penser, puisque Bezzecchi, comme je le disais, a eu un souci en début de course où il a freiné beaucoup trop tard, et il est allé accrocher Fabio. Il aurait pu clairement le satelliser. Ça a beaucoup parlé entre la course et aujourd'hui, en disant que c'était un assassin qui méritait le goulag, et que vraiment il avait rien à faire en MotoGP, toujours plus, hein, on va pas se mentir. Ça fait beaucoup pour un accident de freinage. Je pense qu'il s'est suffisamment pénalisé, à mon sens, en ratant sa course. Il s'est pris un avertissement puisqu'il n'était pas considéré comme récidiviste par la direction de course. Clairement, c'est une erreur de pilotage, mais de là à dire que c'est un assassin, je pense que faut se détendre un petit peu. Et du côté d'Aprilia, Pierre, un avis sur le week-end de Viñales? Ouais, je posais la question, est-ce qu'on a le droit de dire du mal déjà de Viñales, ou est-ce qu'il faut attendre? Mais Viñales, je l'aurais plutôt placé dans KTM, mais c'est pas grave. Oui, en effet, tu
Tu vois, je suis bien à jour sur Aprilia et KTM. Mais c'est parce qu'on l'a tellement pas vu avec la KTM, mais c'est vrai à la réalisation, que je pense que, même moi, tu vois, j'ai bugué 2 secondes, qu'on n'a pas encore intégré le fait qu'il roule pour Tech 3, quoi. Je pense qu'un peu c'est ça. Non, Vignales catastrophique. Vraiment, on peut poser la question, est-ce qu'il mérite sa place en MotoGP? Ouais, bah, je pense que s'il n'y avait pas mieux à dire sur Vignales pour ce début de week-end. Par contre, pour rester chez Aprilia, du coup, et non pas chez KTM, Aprilia veut faire des siennes puisqu'ils veulent changer le règlement pour pouvoir tester Martin en essai privé sur une MotoGP. Pierre, c'est ta petite info, ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, c'est quelque chose qui m'a un peu irrité. C'est le team manager d'Aprilia qui a fait cette déclaration. En gros, ils aimeraient pouvoir faire rouler Martin sur une MotoGP, sur un circuit fermé, enfin dans une sorte de test privé, pour voir s'il est apte à reprendre la compétition. Et aussi qui est arrivé ce week-end, donc Ogura, on en a peut-être pas parlé, je me souviens plus, se fait disqualifier parce qu'il utilise pas le bon logiciel sur sa moto, et il trouve ça exagéré et que ça va pas modifier les performances du pilote. En fait, en gros, l'attitude d'Aprilia en ce moment, c'est un peu se placer en en fait, on veut changer toutes les règles et puis qu'elles s'appliquent pas à nous parce que ça nous arrange, en fait. Et ces questions-là, ils les ont pas posées avant, en amont. Par exemple, Morbidelli s'est blessé l'année dernière, n'a pas pu essayer la moto, ou Didier en début de saison pour Ducati, et j'ai pas entendu Aprilia sur le sujet en disant il faudrait quand même pouvoir les faire essayer leur moto avant de revenir, ces gens-là. C'est toujours dans un intérêt assez égoïste, et j'aime pas trop ça en fait. Je trouve que c'est pas un travail de fond, c'est juste un travail sur l'instant et dans son propre intérêt, donc c'est petit, voilà. Les règles c'est les mêmes pour tous, il faut les changer, mais il faut pas travailler comme ça sur un bout de table en disant ouais on change le règlement entre 2 GP, non. Oui, puis là, en l'occurrence, c'est changer le règlement pour aller à l'avantage du champion du monde, ce qui, honnêtement, pour moi, n'a pas trop de sens. Quelle est la plus-value de le faire tester une MotoGP sur un circuit privatisé que de le faire revenir et de tester la FP1? Enfin, dans tous les cas, il roule avec sa moto. Donc, je trouve que c'est un peu insensé. Pour Ogura, petit rappel quand même, c'est que depuis 2016, les motos sont équipées de logiciels et de boîtiers uniques qui sont développés par chacun des constructeurs. Et ce week-end, apparemment, le logiciel mis sur la moto d'Ogura ne semblait pas être le bon. Il n'y a pas plus d'infos pour le moment. C'est un mystère, donc il a été disqualifié. On sait que sur d'autres motos, pour d'autres teams, il y a eu des choses qui ont été testées pendant les tests et qui n'ont pas été enlevées des motos. Il me semble que c'est Marini dont les temps n'ont pas été conservés sur le premier week-end de course. Donc c'est des erreurs qui peuvent arriver. Mais là, on est au 2e week-end de course. Comme tu dis, Pierre, ça fait beaucoup. Ça fait un peu incompétent, malheureusement. Ce qui est dommage, puisque l'Aprilia a quand même l'air d'avoir du potentiel cette année, avec ce que Bezzecchi en montre, en tout cas, quand il finit pas au sol, malheureusement. Stéphane, est-ce que tu penses que Martin, avec une Aprilia qui semble pouvoir être un peu compétitive, pourrait aller titiller à son retour Marquez ou au moins Pecco? C'est la question que je me posais, c'est-à-dire que les Aprilia avec tous les rookies qu'ils ont, je parle pas les rookies, pardon, tous les primo conducteurs de cette moto, Bezzecchi, Ogura, c'est vrai que quand tu vois leurs résultats, et encore plus Ogura, quelqu'un qui connaît pas le MotoGP, tu dis quand même la moto elle a quand même du potentiel, et tu dis vivement que Martin revienne, qu'il soit en forme. Alors je pense qu'il sera pas dans les temps dès les premières courses, mais je pense que quand il aura un peu en main la moto, il me tarde de voir ce qu'il va faire par rapport à ce qu'il faisait chez Ducati, ça c'est clair. Ouais, je te rejoins là-dessus. En tout cas, moi j'ai hâte de voir le retour de Martin sur ce début de saison. Mais juste pour finir, juste sur Aprilia, par rapport au débat qu'il y a eu, dans 30 secondes, les mecs sont cons. Enfin, un circuit, t'en loues un, il y a quand même des motos assez puissantes pour qu'un pilote puisse se tester, même si c'est pas une moto GP. Oui. Et puis si tu vois qu'il est bon, tu le remets sur sa moto. De toute façon, c'est pas en 2 jours de test sur n'importe quel circuit qui va avoir en main la moto et faire tous les réglages pour toute l'année. Oui, puis honnêtement, ça n'a aucun sens de se dire qu'on va rajouter des tests pareils pour chaque pilote qui va se blesser. Parce que les pilotes tombent tous les week-ends. Ça veut dire que tous les week-ends, les teams doivent aller tester des pilotes. Et si tu l'installes en MotoGP, tu l'installes forcément en Moto3, Moto2, des teams qui n'ont pas les moyens. Enfin, pour moi, c'est se compliquer la vie et se chercher des excuses pour aller développer des trucs en tsum-tsum. C'est quand même les rois. On est bien d'accord, c'est plutôt pour ça. C'est des tests de
à aller prendre des photos des motos en scred, on les a vus faire, donc bon. Bon, pour continuer, on va rester du côté de KTM, du coup, vu qu'on l'a abordé avec Vignales. Une moto qui est, pour les pilotes, toujours une incompréhension, parce qu'un jour elle fonctionne, un jour elle fonctionne pas. Le seul pilote qu'on n'entend pas et qui arrive à en faire quelque chose, c'est celui, comme on a l'habitude de dire maintenant avec Thibaut et Olivier, qu'on oublie tout le temps, c'est Binder. Binder qui a fini, pour rappel, 7ème devant Acosta ce week-end. Acosta a déclaré dans une interview concernant le grip que ça n'allait pas du tout, et il a dit « Nous reculons au lieu d'avancer, il n'est pas normal que l'adhérence pèse autant. » Faut savoir que le manager d'Acosta fait des pieds et des mains pour avoir une meilleure moto parce que ça lui convient pas du tout et dit que la moto n'est pas à la hauteur du pilote. Pierre, un avis sur cette moto qui est pénalisée visiblement aussi par le développement gelé et surtout potentiellement par les problèmes économiques que peut rencontrer le constructeur. Ouais, alors le développement gelé, je sais pas, ils sont quand même en catégorie C de concession, donc ils sont pas autant de concessions de développement que Yamaha Honda qui sont en catégorie D, mais c'est pas non plus les moins bien lotis là-dessus. Concernant le grip, écoute, tout le monde fait avec, hein. Il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, Stanley, Ducati, Aprilia, même Honda, on va en parler après. Eux, ils ont un souci, faut qu'ils bossent sur l'aéro, qu'ils bossent sur leur logiciel électronique, c'est pas à moi de faire ce boulot, mais je sais pas quoi dire. C'est connu en plus que Termas de Rio Hondo, c'est une piste qui a un grip assez spécifique, et on peut revenir là-dessus aussi. C'est d'ailleurs pour ça que Morbidelli il performe aussi sur ce type de piste où il n'y a pas beaucoup de grip. Donc à voir, après qu'Acosta fasse pression avec son manager pour avoir une bonne moto, ça me semble légitime. Il est jeune, mais il a peur de se griller. J'ai entendu des rumeurs comme quoi il cherchait déjà à sortir de son contrat en 2027, peut-être même dès l'année prochaine, pour aller chez un autre constructeur. Ce sont que des rumeurs, hein. Mais en tout cas... On suppose qu'il irait chez la VR46. Peut-être. VR46 ou Honda, j'ai entendu. Donc, non, mais qu'Acosta s'en inquiète, c'est normal. Voilà, la moto, elle n'est pas au niveau. Je pense que moi, c'est la seule moto qui n'a pas évolué par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils sont sur le même niveau de performance, alors que tous les autres ont plus ou moins avancé. C'est normal, quand tu vois, je veux dire, pour moi, tous les problèmes de tous les pilotes KTM, de toute façon, c'est leur problème financier. S'ils ont plus de thunes, ok, même s'ils ont quelques budgets, la moto, je veux dire, il n'y aura aucun développement, il y aura la moto qu'ils ont là, ça sera la même dans 8 mois. Donc c'est sûr qu'il faut qu'ils fassent avec. Et si tous les week-ends ils disent la même chose, les gars, vous avancerez jamais. Il faut faire avec le matos que tu as. Donc là, pour le coup, ça peut être les meilleurs pilotes. Il y aura toujours les problèmes qu'ils ont là. Ils auront toujours. Peut-être qu'il y aura une piste qui sera un peu plus favorable, mais le problème c'est que les autres à côté ils vont tous développer les motos, les faire évoluer, et eux finalement ils vont rester au même niveau, donc ils vont régresser par rapport à la concurrence. Et oui, c'est sûr qu'Acosta il peut râler, mais malheureusement il faut qu'il fasse avec le matos qu'il a, il pourra rien faire d'autre, donc à part changer d'écurie si KTM peut se faire acheter le contrat. Ouais, puis Acosta va y avoir un souci qui n'est pas corrélé à la moto mais qui est corrélé à sa santé physique, c'est que depuis l'année dernière, depuis sa première course en MotoGP, il ressent une douleur au bras qui serait similaire au syndrome des loges, mais ça serait pas le syndrome des loges apparemment, et il dit que pour l'instant il veut pas se faire opérer et que c'est lié à la moto, donc, et que ça aurait un impact sur son pilotage, donc ça va être un truc qui va se développer, je pense, pendant la saison et dont on entendra un peu plus parler. En parlant de grip, c'est pas le seul à avoir râlé. C'est aussi le cas de la Yamaha. Yamaha qui, on pensait, était revenu un peu mieux en Thaïlande et qui, ce week-end, montre que finalement, c'est pas tant le cas. Ils ont même testé le châssis qu'ils avaient utilisé à Sepang, qui n'était pas celui de la Thaïlande, pour essayer de trouver une solution à tous ces problèmes. On a vu un Fabio Quartararo qui était plutôt... qui avait un peu lâché l'affaire par rapport à tout ça, qui avait l'air démuni face à la situation et qui savait plus trop quoi faire. Stéphane, est-ce que tu penses que c'est un énième retour en arrière pour Yamaha, ou ça peut potentiellement s'arranger avec ce qu'on a vu en début de saison? Ouais, je sais pas, parce que si tu vois en course sprint, il était pas mal, mais il a eu un petit souci, si j'ai pas de piste, de pneus, donc il fait dégringoler. Et le problème, c'est qu'en course longue, on peut pas voir le potentiel de la Yamaha, en tout cas avec Fabio, qui se fait taper au premier virage. Donc après, c'est sûr que ses coéquipiers, comme Miller, on les voit moins que lors du premier Grand Prix. Moi, je dis peut-être attendons le week-end prochain, la course d'Austin, pour vraiment voir après 3 courses si Yamaha, là, t'avais une bonne course, une mauvaise, et la 3e course, comment elle va être, quoi.
Et puis très très compliqué quand même pour Yamaha parce qu'il y a Fabio qui est un peu résigné face à tout ça et qui essaye de faire du mieux qu'il peut mais ça marche pas. Rins qui on voit pour la première fois ne plus marcher avec une béquille mais qui du coup est pas au summum de sa forme. Miller qui fait du Miller et Oliveira qui est pas là donc c'est ça. C'est quand même pas simple quoi. Non. Même s'ils ont 4 motos, tu vois, sur les 4 motos, tu vois toujours les pilotes un peu blessés donc je suis pas sûr qu'Yamaha aujourd'hui on puisse tirer des leçons quoi. Et du côté des Français, il y a quand même eu un week-end qui nous a beaucoup plus réjouis que l'autre. C'est celui qui nous cite des grandes phrases de Ribéry, pour qui la roue retourne. C'est Zarco qui s'est retrouvé avec une Honda ce week-end qui était sur un circuit qui lui convenait beaucoup mieux, qui est un circuit qui convient beaucoup mieux au point fort de la moto cette année avec des enchaînements rapides et pas de gros freinage. C'est une moto sur ce type de circuit qui donne beaucoup plus confiance dans le train avant au pilote et dans l'entrée des virages et surtout une moto qui a un moteur qui gère beaucoup mieux les pneus mais qui a des difficultés sur les zones de freinage. Donc en l'occurrence quand il n'y en a pas de gros c'est forcément plus simple. Ça sera à l'inverse un gros point faible pour Austin mais du coup ça a permis à Zarco de faire un très 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 bon week-end et qui se place très bien puisqu'il finit 4e en sprint et 6e en course longue. On l'a vu extrêmement frustré à la fin de la course dimanche alors qu'il fait une première ligne, des bons essais, une P4 en sprint. Enfin vraiment, c'était un circuit et un week-end qui correspondait à son pilotage. Donc on pense que il aspirait à une victoire. Pierre, qu'est-ce que tu as pensé du week-end de Zarco ? Excellent week-end, je pense qu'il a été frustré parce qu'il se fait doubler par DJ Antonio dans le dernier tour et qu'il peut rien faire pour le bloquer. Non, excellent week-end pour Zarco, mais même en Thaïlande, on le rappelle, il fait aussi une excellente performance en finissant 7e du Grand Prix et avant ça 10e de la sprint. Donc vraiment un très très beau début de saison de Zarco, ce qui reflète par son classement. Il masterise vraiment, il capitalise beaucoup sur son expérience qu'il a eu l'année dernière sur la moto. Le développement est allé dans le bon sens parce qu'on voit aussi que Mir et Marini s'en sortent pas trop mal tous les deux, mais lui il est au niveau sur cette course d'un Pecco parce qu'il est resté très très longtemps dans sa roue en sprint aussi, d'un DJ Antonio et d'un Morbidelli en termes de rythme, donc c'est quand même une très grosse performance, pas assez pour aller jouer la gagne, pas encore, mais vraiment très fort. Et c'est là où je soulève le point que j'ai déjà parlé l'année dernière un peu. J'ai pas trop compris pourquoi, au vu des résultats de Zarco qui finissait première Honda avait pas fait le choix de sortir Zarco de LCR pour le mettre dans le team officiel et de faire l'inverse avec Marini, en sachant que Marini était nulle part, mais vraiment nulle part. C'était quoi les risques en faisant ça ? Tous les pilotes sont sous contrat Honda. Et je repose du coup la question au début de saison. Aujourd'hui, le meilleur pilote Honda est de loin. Celui qu'on voit et dont même les médias étrangers parlent, notamment les Anglais, c'est Zarco. Et donc, ça fait un peu tâche pour moi qu'il ne soit pas dans le team officiel. Ouais, je te rejoins là-dessus. T'es de cet avis, Stéphane ? Ouais, en fait, j'aimerais juste rebondir juste déjà sur le week-end de Zarco. Je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Et là où il a été bon en plus, c'est qu'il a fait des bons départs. Il s'élance 3e et de mémoire, il fait au premier virage, il est 5e. Donc tu vois, il perd que 2 positions. D'habitude, Zarco, même s'il est bien placé, des fois il peut perdre 10 positions, on ne sait pas pourquoi. Donc je trouve que même le départ, il les a réussi. Et je pense que c'est ce qu'il met aussi dans le bon wagon pour la course. Après, pour ce qui est des contrats, peut-être que Zarco, peut-être que lui, alors je sais pas, hein, mais peut-être que lui il préfère être chez LCR, peut-être que c'est plus détendu, peut-être qu'il y a moins la pression du team officiel, peut-être qu'en le faisant ça il décharge des choses à tester avec LCL, je sais pas, peut-être qu'il y a des histoires de contrats aussi entre les différentes écuries, même s'ils sont contrats Honda. Je pense que c'est des choses auxquelles on n'aura pas accès malheureusement, mais qui en effet méritent d'être soulevées. Par contre, ce week-end de course a quand même montré une progression assez flagrante chez Honda, puisqu'on a quand même 3 Honda dans le top 10. Et la dernière Honda, c'est Chantra qui finit derrière 2 personnes qui ont fait un long lap, dont, comme tu l'as dit, Pierre, un rookie et un mec qui a chuté. Bon, après, il est rookie, c'est le métier qui rentre. Mais par contre, ça laisse quand même à poser des questions. C'est ce début de saison pour Honda, de l'impact du recrutement d'Aldesiano, le nouveau directeur technique, et surtout d'Espargaro qui a dû en bouffer des kilomètres pendant les tests pour la Honda. Et ça donne vraiment l'impression que Honda, qui n'a pas renoué avec la victoire depuis 2023, il y a 2 ans avec Rins à Austin, si je ne dis pas de bêtises,
ont un vrai besoin de retrouver les podiums et que ce besoin de retrouver les podiums peut se jouer avec Zarco. Ophélie, Donc, oui. j'espère que tu dis pas que Zarco était bon parce qu'Espargaro développait la moto. Non, je suis pas du tout en train de dire ça. J'ai dit que ça pouvait avoir un intérêt pour... voilà. Voilà. En tout cas, ça a l'air de porter ses fruits. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Honda et sur cette belle progression qu'on a pu voir tout le week-end? Ouais, et puis il faut qu'ils continuent dans ce sens-là, c'est bien ce qu'ils font. Eh ben, on va justement du coup arriver, Stéphane, tu m'as coupé l'herbe sous le pied sur l'événement du week-end qui pour les plus assidus de Johan Zarco vont tomber de leur chaise. C'est Alex Espargaro qui a tweeté après la sprint « Good job Johan Zarco ». Il est obligé, Voilà. je pense qu'il est obligé. Comme il est corporate, en fait, il est obligé de féliciter son collègue. C'est contractuel. C'est contractuel. Sinon, il n'aura pas sa prime. Alors Pierre, ton prono pour Austin avant de clôturer cet épisode? Marc Marquez. C'est quand même le king du Texas, Marquez. Non, ce qui peut être intéressant, c'est combien de secondes? Moi, je dis 4 secondes d'avance. Oh. Franchement, ce serait même pas, on serait même pas étonné. Au-delà de Marquez, c'est que va faire Bagnaia. Parce que bon, la rivalité, c'est que, ces dernières années, c'est quand même Bagnaia versus Martin. Voilà, ça va être Bagnaia versus Marquez. Donc, que va faire Bagnaia par rapport à Marquez? Ou est-ce que ça va être Marquez vs Marquez, hein? Parce que Marquez l'a quand même dit ce week-end qu'il prenait le temps de donner ses plans de course et ses plans d'attaque à son frère, de lui donner des conseils, etc. Je pense que quand t'as toutes les cartes en main et qu'il suffit de les appliquer, t'as envie aussi d'aller la chercher, la victoire. Donc, c'est sûr, ils sont 2 contre 1 là. Donc Stéphane, tu mises sur un Marquez aussi, quoi. Ah bah oui, surtout au Texas. Ok. Bah, moi, je n'ai pas envie de dire Marquez, donc je vais dire Pecco Bagnaia pour mettre un peu de piment. Aucun piment parce qu'on sait très bien que c'est Marquez qui va gagner, mais par contre, le père Marquez va nous faire une crise cardiaque d'ici la fin de saison, si c'est ça tous les week-ends. Ça doit pas être simple à gérer. Merci beaucoup les garçons, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. On se retrouve du coup dans 15 jours pour une nouvelle victoire de Marquez, très certainement, du 28 au 30 à Austin. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Discord, Facebook et sur toutes les plateformes de streaming, y compris YouTube. Les garçons, c'était un plaisir, il y avait plein de choses à dire, mais on a réussi à faire clair et concis. On s'améliore d'année en année. Donc je vous dis à très vite. Salut à tous.